avec les opticiens mutualistes. Les opticiens mutualistes, 68 magasins pour changer de vue. Il est bientôt 19h. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition du 19-20 en Normandie. À la une de ce jeudi 1er juin, un nouveau musée a été inauguré à Katz dans la Manche. Le Normandie Victory Museum met l'accent sur la bataille des haies dans le bocage normand. Après le débarquement des Alliés, il y a bientôt 73 ans, nous le visiterons dans un instant. À 10 jours des élections législatives, nous ouvrirons notre journal de campagne. Ce soir, nous irons dans la circonscription du Sud-Manche. Et comme chaque soir, nous ferons le point avec Franck Beignet. Et puis à la fin de ce journal, nous resterons dans la Manche où le 17e Festival des Papillons de Nuit s'élancera demain. Sur place, tout s'agite. L'heure est au dernier préparatif. Lui est toujours prêt. Chaunu est avec nous pour son dessin de presse. Bonsoir. Bonsoir Franck, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais d'abord, la direction départementale de la sécurité publique du Calvados va mener une enquête après la plainte déposée par un jeune homme de 23 ans. Ce dernier dit avoir été agressé à Caen par des policiers lors d'un contrôle dans la nuit du 25 au 26 mai. Pierre-Marie Puot et Émilien David ont recueilli sa version des faits. Le genou le fait encore souffrir, son œil dégonfle, mais il est d'autres blessures, invisibles et douloureuses. Ça fait beaucoup mal et... je sais pas quoi dire en fait, c'est juste que j'ai une haine en moi là, vraiment, je vais pas vous mentir. La scène qu'il raconte commence ainsi. Il est 5h30 vendredi matin, un groupe d'une dizaine de personnes sort de boîte de nuit et marche dans la rue. Il croise des policiers. Jérémia, éméché mais joyeux, dit-il, est le seul à être contrôlé. Alors, il refuse de lâcher sa carte d'identité. Vous la voyez, je m'appelle Babatouné Jérémia mais je vous la donne pas. À partir du moment où vous n'avez pas contrôlé les autres. Arrivé un moment, je sens une main là, je me tourne et là je me fais allumer de gazeuse, genre vraiment comme la tête aux pieds. Quoi. Dans la panique, Jérémia s'enfuit en courant. Quelques minutes plus tard, il tombe à nouveau sur les policiers qui le menottent et le plaquent au sol. Et là je fais, vous faites quoi monsieur vous avez que ça à faire, vous avez envie de défouler ou quoi? Du coup on dirait que quand je lui ai dit ça il s'est énervé. Et là j'ai pris des patates, des coups de taser, Vraiment je m'en rappelle même pas tout, vraiment, c'est pour vous dire. Les policiers le conduisent au commissariat, puis à l'hôpital où un médecin constate des ecchymoses et la blessure au genou. Il est aussitôt relâché, mais ses parents, choqués, décident de retourner au commissariat. Les services de police nous confirment avoir enregistré une plainte. La sûreté départementale est chargée d'une enquête. Son père est un réfugié politique originaire du Togo. Il se dit aujourd'hui ébranlé. Bon, si c'est dans mon pays d'origine, je ne peux pas dire que ça m'étonne parce qu'on est déjà habitué à ça. C'est un pays où il y a trop de barbarie là-bas. Mais ici, c'est ce qui m'a choqué moi de plus, quoi. Jérémia et ses parents s'en remettent désormais à la justice pour tenter de comprendre. À Saint-Lô, un enfant de 11 ans scolarisé au collège Pasteur a été brûlé au visage, au torse et au bras lors d'un cours de physique-chimie cet après-midi. Transporté à l'hôpital Mémorial, il a été héliporté au CHU de Nantes. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a été entendu début mai par la Cour de justice de la République. Une audition de l'ancien ministre du Budget de 1993 à 1995 comme témoin dans le volet de l'affaire Karachi sur le financement présumé occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995 via des rétrocommissions sur des contrats d'armement. Cette information fuite 2 jours après la mise en examen d'Édouard Balladur pour complicité d'abus de biens sociaux et recel. Et ce, 15 ans après l'attentat de Karachi visant un bus des salariés de DCN au Pakistan. C'est un paradoxe. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,7% sur un an en Normandie, toutes catégories confondues selon les derniers chiffres de Pôle emploi. Et pourtant, bon nombre d'entreprises peinent à embaucher dans la région. Pour tenter de mettre en adéquation employeurs et demandeurs d'emploi, un village des recruteurs était installé à Caen pour que tout ce petit monde se rencontre aujourd'hui. Une initiative co-organisée par une agence privée. Et vous allez le voir, les chefs d'entreprise n'attendaient que cela. Reportage à Caen de Stéphanie Lemaire et Gilly. Dans cette entreprise d'impression numérique, 2 postes ne demandent qu'à être pourvus pour renforcer l'équipe de 18 salariés. Le patron n'a pas d'exigence en termes de diplôme, mais pour lui, l'aspect humain est le critère de choix. Voici le portrait robot des futurs salariés. L'idéal pour moi, un jeune homme ou une jeune fille, une geek de PlayStation et de Xbox, dont les parents ont été anéantis
rien que parce qu'ils jouaient à la PlayStation. Mais dans la version, je sais dire bonjour, merci, au revoir. Donc c'est un geek poli et courageux, et là j'en fais de l'or. Xavier Desines n'est pas un cas isolé dans la région. Des entreprises se sont d'ailleurs donné rendez-vous au village des recruteurs dans l'espoir de pourvoir 700 postes vacants. Les agences d'emploi privées y sont largement représentées. Et si l'initiative s'est montée en partenariat avec Pôle emploi, il semble rarement à l'origine des recrutements. Ça fait bien au moins 5 ans qu'il n'y a plus cette démarche du Pôle emploi vers nous. Sachant que je fais à peu près 100 embauches par an, on a eu une embauche Pôle emploi qui est allée au bout. Donc vous voyez que ce n'est pas le meilleur créneau pour nous. Nous, on travaille énormément avec les sites. Aujourd'hui, Internet, je ne vais pas les citer. Le contact direct n'est pas toujours la seule solution lorsque le domaine d'activité est pointu. Il n'existe pas de centre de formation qui forme à notre métier et de façon plus générale au métier de l'impression digitale et numérique. Peut-être serait-il aussi bien de faire confiance aux entreprises pour que nous soyons en mesure d'être notre propre centre de formation. Formation sur le tas, valeurs humaines, évolution de carrière digne d'une grande entreprise, tout cela incite à porter un autre regard sur les possibilités de recrutement. Et un de plus, à 5 jours des commémorations officielles du 73e anniversaire du débarquement en Normandie, un nouveau musée a été inauguré aujourd'hui à Cats dans la Manche, le Normandy Victory Museum. Déjà ouvert au public, il se concentre sur la bataille des haies dans le bocage normand. Visite guidée avec Thierry Cléon et Claude Deloche. Vu de l'extérieur, c'est une entrée en matière plutôt originale pour un musée de la Seconde Guerre. Un peu comme une invitation à entrer dans une boutique à souvenirs. Oui, mais pas n'importe laquelle. Au Normandy Victory Museum, l'histoire du deuxième conflit mondial se déroule dans le département de la Manche et se décline en 17 scènes chronologiques, allant de l'occupation, en passant par le débarquement et la bataille de Normandie, jusqu'à la victoire en 1945. Bien des musées avec lesquels nous travaillons, eux, proposent donc une visite qui va parler d'une journée de l'histoire, c'est-à-dire le 6 juin, le débarquement. On a souhaité donc compléter l'offre touristique en évoquant les combats après le débarquement et essentiellement la bataille des haies au sein du Cotentin, donc qui a duré 70 jours après le débarquement, et aussi nous relatons donc l'engagement des femmes, la place des femmes durant la Seconde Guerre. Volet méconnu de la bataille de Normandie, la guerre des haies se découvre dans une ambiance son et lumière. S'ajoute au décor une centaine de mannequins, une quinzaine de véhicules, un bon nombre d'armes et d'objets d'époque. Au total, 10 000 pièces de collection privée sont exposées tout au long de ce parcours muséographique. C'est impeccable le musée, c'est très joli. Je suis aussi collectionneur et ça, très très joli. On a chaque fois un diorama différent, une ambiance différente, il y a également son et lumière, c'est pas courant, c'est assez sympa. Après Sainte-Marie-du-Mont, Sainte-Mère-Église, Utah Beach et Kinéville, Cats vient à l'heure de la commémoration du 73e anniversaire du débarquement, inscrire son nom sur la carte du tourisme de mémoire dans la Manche. Il est bientôt l'heure de revenir sur Terre pour le spationaute normand. La mission de Thomas Pesquet prend fin à bord de l'ISS, à plus de 400 km au-dessus de nos têtes. Un retour prévu demain après avoir passé plus de 6 mois en orbite. Il se dit prêt même s'il risque d'être bousculé à bord de sa capsule Soyouz pendant les 3h30 de descente. Allez, comme chaque soir, ouvrons notre journal des élections législatives. Bonsoir Franck Beignet. En ce moment même, le leader du nouveau parti anticapitaliste fait campagne à Caen. Oui, Philippe Poutou, le chef de file du NPA, anime ce soir à 19h une réunion publique à Caen. Il est arrivé en fin d'après-midi à retrouver ses camarades candidats aux législatives dans un café du centre-ville. On le voit, Philippe Poutou visiblement décontracté. Il a appelé ses électeurs à se mobiliser pour défendre les intérêts des salariés. Et ce soir, nous nous intéressons plus particulièrement à une circonscription dans la Manche. Oui, c'est celle d'Avranches-Granville, la deuxième circonscription de la Manche. Une circonscription située entre terre et mer. Sa présentation avec Pierre-Jean Vergne et Romain Auville. La deuxième circonscription est la circonscription du Sud-Manche qui s'étend de Granville, la Monaco du Nord, à Barenton dans les terres avec un total de 162 communes pour 123 000 habitants. Le littoral de ce territoire a la chance de pouvoir compter sur un tourisme nombreux. Le Mont-Saint-Michel attire chaque année 3 millions de visiteurs. La merveille, classée au patrimoine de l'humanité, est le 3e site touristique le plus visité en France.
Richesse touristique donc, mais aussi désertification rurale. Les contrastes sont nombreux dans cette circonscription. Le républicain Guénaël Huette est élu député en 2007. Voilà, cette circonscription d'Avranches-Granville est considérée comme un bastion de la droite, mais le député sortant Guénaël Huette aura sur sa route cette fois un de ses anciens soutiens, Bertrand Sort, le maire de Saint-Père-sur-Mer, qui a reçu l'investiture de La République En Marche. Au cœur de cette campagne, les questions autour de la santé, des sites hospitaliers éparpillés, mais aussi une pénurie de médecins. Vous voyez ce reportage de Jean-Baptiste Paquier et Jean-Michel Guillot. Dans le Sud-Manche, le nombre de médecins par habitant est inférieur à la moyenne nationale. Dans cette commune rurale et dans toute la circonscription, Marie-Françoise Curziel du Front National, comme tous ses adversaires, souhaite lutter contre la désertification médicale. Sa priorité, inciter les jeunes médecins à s'installer ici. Bien, on propose par exemple un stage d'internat aux jeunes en études dans nos régions rurales pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Et puis après, s'ils sont intéressés à rester, là, oui, on les aide. On leur permet d'aller dans une maison médicale. Mais on ne fait pas l'inverse. On ne construit pas d'abord la maison médicale pour se retrouver sans médecin. Le député sortant, Guénaël Huette, du parti Les Républicains, veut régionaliser la répartition des médecins en instituant des quotas. Il a défendu la construction de maisons de santé à Sartilly et Ducé. La thématique centrale, l'offre hospitalière éclatée sur le territoire. L'hôpital pivot, Avranches-Granville. Les autres sites, Saint-Hilaire-de-Harcouët, Pontorson, Saint-James, Mortain, Villedieu-les-Poêles. Une question, comment maintenir la mission de proximité du service public ? On a essayé de mettre en réseau tous les hôpitaux du Sud-Manche afin qu'ils travaillent ensemble. Et j'ajoute que ce travail de mise en réseau doit aussi concerner l'hospitalisation privée, les cliniques privées, de façon à ce que les patients puissent être pris en charge dans les meilleures conditions sur l'ensemble du territoire. Position inverse pour Patrick Grimbert de la France Insoumise. Selon lui, l'entrée du privé est synonyme de financiarisation de la santé. Il est contre une centralisation des soins sur Avranches-Granville et pour un renforcement des hôpitaux satellites. La volonté actuelle du gouvernement ne va pas dans ce sens que moi je souhaite, c'est-à-dire redévelopper des systèmes hospitaliers de proximité. Ça passe par le recrutement massif de soignants, de médecins en milieu hospitalier. Pour moi et pour nous, la France Insoumise, c'est très clair. Si la santé a un coût, elle n'a pas de prix. Autre polémique et point de discorde. L'hôpital Avranches-Granville. Une seule entité juridique, mais divisée en deux sites. En 2007, la maternité de Granville ferme pour être transférée à Avranches. En 2014, même sort pour le service cardiologie. Inacceptable pour Miloud Mansour du Parti communiste. Hors de question d'abandonner le site Granvillais pour tout centraliser à Avranches. On ne peut pas permettre qu'une personne qui a un arrêt cardiaque fasse 45 minutes de route et risque sa vie pour rejoindre un hôpital trop lointain. Donc on va réouvrir tous les services, on va réouvrir des lits, on va embaucher à nouveau. On ne peut plus satisfaire simplement l'économie privée de la santé. Bertrand Sort, maire de Saint-Père-sur-Mer, candidat de La République En Marche, plaide pour une approche plus pragmatique. On sait que budgétairement aujourd'hui, réouvrir des services à l'hôpital de Granville, ce n'est pas tenable. Il faut par contre réfléchir à une organisation territoriale en adéquation aux besoins du territoire. On sait également que la population locale est une population vieillissante. Donc organisons l'offre de soins, l'offre d'accueil dans cet hôpital, dans ces structures, pour qu'elles correspondent à la population locale. Nous ne réouvrirons pas de maternité à Granville. Mes enfants sont nés dans cette maternité, mais je sais que c'est du passé. Nicolas Ferreira, non encarté mais investi par le Parti socialiste, tente quant à lui une synthèse. Si nous avons des demi-services avec des services donc à moitié sécurisés, éparpillés sur tous les sites, ce serait incohérent et irresponsable vis-à-vis des patients. Ce que je veux d'abord, c'est des services hospitaliers responsables et sécurisés pour les patients. Et maintenant, il faut étudier et mettre sur la table toutes les options. Il serait très démagogique en fait de vous dire là maintenant, nous allons absolument rouvrir tous les services à l'hôpital de Granville. Ça, ce n'est pas possible. L'ensemble des candidats s'accordent sur un point, le maintien des urgences 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit, à l'hôpital de Saint-Hilaire-de-Harcouët et sur les 2 sites de l'hôpital Avranches-Granville. Et on voit les 6 autres candidats sur cette circonscription. Ils seront 12 au total à se présenter. Demain, nous nous intéresserons à la 3e circonscription de la Manche, celle de Coutances-Valognes. Alors Franck, les vainqueurs de ces élections seront-ils de bons élèves à l'Assemblée ? Car
il y a des députés plus assidus que d'autres. Oui, tout à fait. Il ne suffit pas d'être présent pour être élu, c'est la règle. Cela dit, celui qui a passé le plus de temps l'an dernier à l'Assemblée, c'est le député maire socialiste sortant d'Alençon, Joachim Pueyo, avec 37 semaines de présence. Devant, vous le voyez, un trio de députés à 35 semaines, Isabelle Attard, Véronique Louwagie et Alain Tourret. 24 semaines pour Édouard Philippe, le Premier ministre. Et loin derrière, Bruno Le Maire, avec 4 semaines de présence. Merci, Franck. En sport, rien ne va plus pour nos cyclistes normands. Michael Cherel de l'équipe AG2R a été victime d'une fracture du bassin après une chute jeudi dernier. Il déclare forfait pour le Tour de France au regard des derniers examens effectués. Pas mieux pour Anthony Delaplace qui lui aussi s'est blessé lors d'une chute en début de semaine. Clavicule touchée, il a été opéré ce matin. Sa participation à la grande boucle est plus qu'incertaine. Depuis le début de la semaine, nous vous faisons vivre le parcours d'un crack normand en Suède. Le cheval Bold Eagle participait le week-end dernier à l'Elitloppet, l'équivalent suédois du Prix d'Amérique. Après avoir remporté la première des 2 manches, appelée des batteries, Bold Eagle n'avait plus qu'à confirmer l'exploit. Oui, mais la suite vous est racontée par Catherine Bérat et Carole Lefrançois. Et c'est reparti pour un tour. 2 heures après sa batterie, Bold Eagle est prêt à retourner sur la piste pour la finale. Plus que jamais, il est l'hyper favori. Son équipe est aux anges. Les 2 batteries se sont courues. Nuncio, Resolve, Propulsion et Timoko sont aussi qualifiés. Bold Eagle porte le numéro 2. Il va donc courir à la corde. A priori, une bonne place derrière l'autostart. Plus qu'on part avec des petits numéros à la corde, plus c'est un avantage pour partir parce que le virage arrive vite. On s'évite de faire le premier virage en épaisseur. Juste avant le départ, la clameur qui s'élève des tribunes est réellement impressionnante. Sébastien Garato et Jean-Yves Léreté, qui s'occupent de Timoko dans l'Orne, cheminent côte à côte vers le centre de la piste. L'un va battre l'autre, mais pas celui qu'on croit. Car Sébastien Garato comprend rapidement que son cheval n'est pas dans la course. Alors que Timoko, au numéro 5, crée la surprise en prenant d'emblée la tête des opérations pour ne plus la lâcher. Bold Eagle finit 4e. C'est formidable. Timoko qui est exceptionnel, qui est reparti, qui est sur le toit du monde. Timoko et qui va remporter un Elitlopp exceptionnel, qui se balade, il est magistral, exceptionnel. Dès en partant, je dis qu'on ne gagnera pas. Ah, vous l'aviez vu, vous? Ouais, tout de suite. D'accord. Au 4e, c'est pas si mal. Pas dedans. 4e, c'est bien quand même. Non, pas pour lui. Pas pour lui. C'est nul même. C'est la douche froide pour tout le monde. L'équipe de Bold Eagle est sonnée. Une course n'est jamais gagnée d'avance. Le crack n'a sans doute pas compris pourquoi il lui fallait repartir en piste. On a un cheval qui est tellement généreux dans l'effort que 2 batteries n'étaient peut-être pas fait pour lui. Il a beaucoup donné dans la première batterie, et alors que Timoko est un cheval qui est beaucoup plus froid et qui garde toujours des réserves. Il ne donne jamais tout, ce qui fait que 2 batteries ne le gênent absolument pas. La Marseillaise a bel et bien été jouée à Solvala, mais pas pour Bold Eagle. Timoko remporte l'Elitloppet pour la 2e fois de sa carrière. Un coup de maître exceptionnel. On a essayé plusieurs fois vers Bold Eagle. C'était impossible de battre lui, mais cette fois, de petite piste, on a été devant et voilà, on a gagné. Félicitations, merci. Vous êtes heureux? Oui, je suis super heureux. C'est une grande surprise. Il est incroyable à 10 ans faire ça, c'est une performance? Ouais, c'est pas normal. C'est un cheval exceptionnel. Vous nous en voulez pas trop d'avoir été à fond sur Bold Eagle? Non, pas du tout. C'est gentil. Pas du tout, parce que il faut pas juger, c'est une course, il faut pas juger là-dessus. Je pense que la 2e batterie l'a surprise et il a peut-être été un peu trop vite dans l'éliminatoire. En tout cas, du côté de Pilarski et Garato, ils sont tous contents que ce soit Timoko qui l'ait battu. Bold Eagle l'a tellement battu souvent, il peut bien le battre une fois de temps en temps. Bold Eagle a perdu tout en arrachant le record européen de la piste. C'est ça l'Elitloppet, une course à nul autre pareil que le champion du Ménil-Bérard retentera de gagner l'année prochaine. Les Kills, Renaud, Jane ou encore Matmata, ils seront sur les scènes des Papillons de Nuit ce week-end. Les premières notes seront jouées demain soir à Saint-Laurent-de-Cuve, dans la Manche. Et aujourd'hui, les organisateurs et les bénévoles mettaient les bouchées doubles pour que tout soit prêt à temps. C'est un reportage de Jean-Baptiste Patier et Mathieu Bellingham. Sur les scènes, en action, les professionnels de la lumière et du son. Dans les champs, les bénévoles des Papillons de Nuit. La mission pour cette bande de copains, installer la signalétique des buvettes.
On est là tous les ans, et ça nous manque. On prend même des vacances, je suis en vacances, je prends des vacances pour être au Papillon de Nuit. Et pourquoi? Parce que ça nous plaît. Pour faire plaisir aux jeunes, on aime bien recevoir les jeunes à Saint-Laurent. Motivés aussi pour ces derniers préparatifs sous le soleil, Gérard et Marilène. Que du bonheur! Que du bonheur! Pour surprendre les festivaliers, plusieurs nouveautés cette année, comme cette réplique au 10e de la Tour Eiffel. C'est la petite touche de fantaisie cette année sur le festival. Et puis on crée aussi une 4e scène cette année qui s'appelle Odésia, qui sera juste à l'extérieur du site des concerts, sur la place du village, en plein dans le cœur de Saint-Laurent-de-Cuve, et sur laquelle on va programmer uniquement des artistes régionaux. Le voici, le café du village, rebaptisé Le Papillon, en clin d'œil au festival. Les concerts y seront gratuits pour le plus grand plaisir des patrons fans de l'événement. C'est quelque chose qui vit, c'est convivial, c'est plein de choses, quoi. Et puis c'est joyeux aussi. Pour faire la fête tout le week-end, des navettes proposeront des allers-retours du vendredi midi au lundi midi entre les gares de Villedieu-les-Poêles et d'Avranches et les prairies de Saint-Laurent-de-Cuve. Et il sera encore question de musique et de concerts ce soir dans Là où ça bouge, de sculpture aussi. Voyez ce nouveau numéro signé Jacques Perrotte, toute sa bande, qui est en bonne compagnie. Miss Paramount, 2e. Voilà, on va... ah bon, c'est commencé? Mais où est la caméra? Elle est où? Miss Paramount est avec nous ce soir. Plusieurs dates dans la région. Ça commence samedi. Oui, à Romanche à 18h30, dimanche à Sainte-Marie-du-Mont à 20h30, mercredi prochain à Bayeux à 19h30 et à Bretteville, l'Orgueilleuse, le 10 juin. Au studio. Oui, au studio à 20h. So let me get right to the point. I don't pop my cock to every guy I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Vous chantez avec plusieurs looks de pin-up différentes, oui, un peu la mode américaine. C'est ça. D'où votre nom, Miss Paramount, c'est ça? Exact. Donc le cinéma, la chanson. Vous aimez aussi tout ce qui est la fièvre, comme Peggy Lee. Ça, c'est une belle chanson, ça. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You give us fever. Il faut découvrir l'univers de Miss Paramount, il y a plusieurs dates, donc c'est l'occasion vraiment de voir cet artiste et de découvrir sa voix sublime, parce que là on a été tous scotchés là, quand on vous a enregistré. Merci. Franchement. Là où ça bouge, nous sommes à Rault, à la ferme de Billy, très connue pour ses produits issus de la pomme, mais moins pour l'art contemporain, et pourtant... Anne Mourier est une artiste française qui vit et travaille à New York. Originaire du Bessin, elle revient régulièrement en Normandie pour présenter ses œuvres. Elle prépare actuellement une installation monumentale nommée Alma Mater à la ferme de Billy, à Rault. Là, je suis en train de finir les petites retouches, mais on a été une équipe de 10 personnes pendant 10-12 jours. Pourquoi le rouge? Alors le rouge justement parce que ça fait penser à un système vasculaire, donc c'est la couleur du sang et l'idée c'est de redonner vie donc à cette vigne qui est morte, ces racines qui sont mortes. L'œuvre s'appelle Alma Mater, donc voilà, Alma Mater c'est donc ce mot latin qui signifie la mère nourricière, la mère originelle. C'est la deuxième fois qu'Anne Mourier expose à la ferme de Billy. Son propriétaire Guillaume a décidé d'associer la production et la dégustation de cidre à un parcours d'art contemporain. Une idée était de faire le parcours champêtre agrémenté d'un parcours d'art contemporain. On avait travaillé depuis 2 ans, puisque Anne est basée à New York et que moi-même j'avais passé un certain temps, faire une passerelle entre nos 2 histoires et les 2 villes. Et Anne était la première à initier une expo au sein de la chapelle. Et après, l'idée est que les artistes qui exposent intègrent une pièce plus pérenne sur le parcours.
Le vernissage de l'exposition est prévu ce samedi. Pour l'occasion, un livre regroupant une partie des œuvres d'Anne sera proposé au public. L'entrée est gratuite. Et puis là où ça bouge ce soir au Bazar Naum de Caen avec un concert de Gablé, malheureusement complet, mais c'est pour une bonne cause, c'est organisé par la KIC et Manu va nous dire au profit de qui. Bien. Oui, organisé par la KIC et le Bazar Naum. La KIC est la coordination des intermittents du Calvados, le Bazar Naum que tout le monde connaît. Oui. Et grâce à la présence de Gablé, l'ensemble des recettes de cette soirée seront versées à l'AG de lutte contre toutes les expulsions, qui est un collectif d'associations qui lutte aux côtés des réfugiés dans la ville de Caen. Voilà, Gablé, juste pour nous en acoustique. It was in the bedroom, she came with two cats, and I said, Dad, it was in the bedroom, she came with two cats, and I said, she wants to love me, she wants to hang me, to help me, to drive me out. She wants to kick me, to kill me, to dive me, to hurt me, to drive me out. It was in the kitchen, she came with two friends, and I said, Chonu, toujours vivant. Oui, alors Franck, on parle bien sûr de Renaud ce soir. Hein. Alors regardez, ça va mieux Renaud avec ses addictions, voyez-vous. Là, bon, il sera bien sûr au Papillon de Nuit, hein, vous savez, Franck, vous qui êtes un amateur de musique. Et il va certainement quitter le sud pour s'installer en Normandie. On se réjouit. Il habitera Saint-Laurent de Cuve. Hein. N'y voyez pas un signe. En tout cas, voilà, il est en pleine forme, notre Renaud national. On espère qu'il chantera bien quand même ce week-end. Oui, enfin, s'il retrouve sa voix, mais je pense qu'il va la retrouver. Merci Chonu pour cette brillante analyse musicale. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et le 19-20 continue. Très bonne soirée à tous, à bientôt. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.